La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Frédéric. Bonjour Vincent, vous qui roulez en trottinette, êtes-vous bien assuré Vincent ? L'assurance, ça peut paraître compliqué parce que c'est plein de chiffres. C'est cher aussi quand on pense aux primes, par exemple aux primes d'assurance maladie. Mais c'est aussi l'activité financière la plus solide de Suisse, plus que celle des banques. Nous allons en discuter avec notre invité, particulièrement bien placé pour en parler puisqu'il dirige Vaudoise Assurance. Rencontre avec Jean-Daniel Lafélie aujourd'hui dans B2B. Jean-Daniel Lafélie, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pour la petite histoire, en début d'année, nous recevions Michèle Rodoni, CEO de la Mobilière. Elle a grandi dans la région de Nyon. Vous, c'était à Saint-Pré. Elle a fait ses études à Lausanne, tout comme vous. Ses débuts de carrière à la Suisse Assurance, tout comme vous. Vous vous connaissez personnellement ? Absolument. Et même très bien, oui. Vous êtes rencontrés à quelle période, à vos débuts ? Quand elle était encore universitaire, on se connaissait déjà à ce moment-là. Vous avez tous les deux, si j'ai bien compris, une appétence pour les mathématiques. Passionné par les maths depuis votre adolescence, si je ne me trompe pas. Vous avez même songé à devenir statisticien à un moment donné ? C'est juste. Pourquoi ne pas l'avoir fait ? Vous êtes bien informé. Hein. Bon, c'était pendant mes études. J'étais un fan des maths, c'est vrai. Et puis à ce moment-là, je me suis posé quelques questions sur ma future profession. La première, c'était je vais être prof d'école. Et donc, quand j'avais 15 ans, j'étais du côté des élèves. À 16 ans, je suis passé dans la salle des maîtres et tous les profs m'ont tutoyé. Je dis, ça m'a l'air sympathique. Mais j'y suis rapidement revenu en me disant que peut-être ça serait plus intéressant d'avoir un autre métier. Et c'est vrai que j'étais fan des maths au gymnase. Statistiques, ça me plaisait beaucoup. Du reste, en HEC, les études que j'ai faites, on fait beaucoup de statistiques, de recherche opérationnelle aussi. Et à ce moment-là, je me suis posé beaucoup de questions, en effet, sur mon futur. Mais j'ai aussi une deuxième partie de ma personnalité qui est moins matheuse, liée peut-être à mes origines italiennes, et qui est plutôt orientée aussi contact humain. Le fait de côtoyer du monde, ça me plaît beaucoup aussi. Et voilà. Et donc, mon choix s'est porté sur HEC, plutôt en management d'entreprise. C'est marrant de parler de ces deux parties de vous. Vous définiriez comme quelqu'un de plutôt cartésien ? Je suis cartésien, oui, bien sûr. Je suis cartésien, mais j'ai besoin du contact humain, ce qui me ramène une deuxième partie de ma personnalité, oui, en effet. Qu'est-ce que vous aimiez dans les maths ? C'est le fait de trouver une solution à un problème ou c'est le raisonnement lui-même ? Les deux. C'est la solution. Alors, on est tous différents. Je me rappelle en examen, des fois, des événements qu'on peut considérer incroyables. On a l'impression qu'on est sur un problème pendant un certain temps et on ne trouve pas la solution. Et 5 minutes avant la sonnerie à la fin de l'examen, on la trouve. Et là, on écrit très vite en général. Donc voilà. Donc en effet, c'est peut-être l'adrénaline de trouver la solution à un problème. Et en même temps, le raisonnement qui me plaisait beaucoup. Dans excusez-moi du terme, une grammaire peut-être un peu plus complexe que simplement aller mettre de l'eau dans un verre. Vous nous rappelez que vous avez fait HEC à Lausanne en sciences économiques et vous auriez pu aussi aller à l'EPFL ou à l'Uni pour vraiment creuser C'est vrai, à un niveau peut-être plus poussé, les statistiques ou les mathématiques. J'ose raconter pourquoi je n'ai pas fait l'EPFL, parce qu'en effet, c'était une option assez claire de mon côté aussi. Au gymnase, j'ai eu un prof de maths qui ne faisait pas trop de travaux écrits, qui nous laissait vraiment aller dans les raisonnements assez loin, ce qui m'a donné du plaisir, mais peu de notes. Et mon côté rationnel m'a fait dire que si je partais à l'EPFL, la première année allait être très difficile. Je viens d'une famille plutôt modeste, et par ce fait-là, j'avais aussi besoin de rentrer dans le monde du travail. Et je me suis dit, EPFL 4 ans, plus une année, parce que malheureusement, la première année sera difficile, ça va faire 5 ans, versus 3 ans HEC, le choix a été fait. Quelles sont les problématiques complexes qui passionnent un esprit cartésien ? Vous parliez d'Internet comme étant la plus belle découverte de ces 100 dernières années. On parle beaucoup d'intelligence artificielle en 2023. Ça fait partie des thématiques qui vous passionnent ?
Alors, c'est des thématiques qui m'intéressent. Me dire que ça me passionne, c'est un grand mot peut-être. Ça m'intéresse beaucoup. Oui, Internet est une très belle découverte. Après, il y a aussi le revers de la médaille, aussi bien sur Internet que sur l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, il faut voir jusqu'où on va l'exploiter. Et de ce côté-là, je pense qu'il y a un revers de la médaille. Quel revers, vous voyez? L'utilisation qu'on peut faire à l'extrême. J'écoutais ce matin encore une personnalité justement qui était contre le développement accéléré de l'intelligence artificielle, pour la simple et bonne raison, en effet, c'est que ça va tuer beaucoup de travail, de jobs existants aujourd'hui dans des professions plutôt, je dirais, intellectuelles, qui font travailler notre cerveau, et on a peur qu'à un moment donné, notre manière de raisonner évolue peut-être de manière inappropriée, parce qu'on va s'assoupir tranquillement sur les capacités à la machine de nous remplacer. Dans les autres thématiques, alors avant de vouloir être statisticien, il y avait le football. Vous vouliez devenir footballeur professionnel enfant. Qui vous a transmis cette passion? Mon père. Mon père a fait à la fois du foot, du hockey et du tennis de table. Donc il était coach dans mon village d'origine, Saint-Pré. Village, 6000 habitants, presque plus un village. Et donc, il était coach des juniors, il était gardien de la première équipe et tout ça. Et donc, il m'a dit à un moment, quand j'avais 10 ans, Jean-Daniel, vas-y, c'est bon, l'heure est à toi, il faut créer une équipe. Et donc, j'ai créé une équipe, et moi, j'ai arrêté assez rapidement, j'ai des problèmes de genoux, ce qui m'a fait arrêter. Par contre, ceux qui étaient de ma volée, eux, ils ont continué, ils sont devenus présidents du club, ils ont joué nettement plus haut que j'aurais pu le faire, moi, du reste. Donc, voilà. Le tennis de table, vous en avez fait aussi. D'ailleurs, vous avez été champion suisse universitaire le jour de vos 25 ans. Ouais. Encore un mot de football. Vous continuez de vous y intéresser? Bien sûr. Vous avez un club de prédilection? Ouf. Est-ce qu'on a encore des clubs suisses? Le LS, inévitablement, parce qu'on est dans la région. Lausanne Sport, oui. Et puis, inévitablement, à l'étranger, j'aime voir les grands matchs. Je n'ai pas un club de préférence. Et après, j'aime bien voir les équipes nationales. Évidemment, la Suisse, en espérant qu'ils fassent des bons résultats pour la qualification à l'Euro, ces prochains matchs. Ça serait inquiétant s'ils ne se qualifient pas. Et puis, l'équipe d'Italie, évidemment. Et j'aime aussi le football un peu chatoyant. Ça peut être le Brésil. Quand j'étais petit, j'étais fan du Brésil complètement. Ça peut être l'Argentine, ça peut être la France, qui a un très beau jeu aussi. Le dernier match que vous avez regardé? Le dernier match, c'est une bonne question. J'ai été voir Lausanne Sport Zurich en réel. Et à la télévision, je ne me rappelle même plus le dernier match que j'ai vu. Ça devait être un match de Champions League. À l'international, votre regard avec des joueurs comme Ronaldo, Neymar, Benzema, qui est engagé par des clubs saoudiens avec des contrats pharaoniques, on parle de 400 millions au total pour Ronaldo à Al Nassr, vous en pensez quoi? Je ne sais pas trop me prononcer là-dessus, mais je ne suis pas complètement fanatique de ces éléments-là. Après, il ne faut pas qu'on soit hypocrite non plus. En Europe, les clubs comme Manchester City et d'autres clubs sont aussi, les actionnaires principaux sont aussi des pays d'Arabie, au sens large du terme. Donc, du coup, inévitablement, ils ont aussi le droit d'aller jouer là-bas. Donc, c'est pas un souci particulier. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un combat Europe versus les autres pays. Après, c'est vrai que le foot, l'Europe est le berceau du foot au niveau mondial, ce qui peut gêner un petit peu. Après, c'est plutôt pour des fins de carrière avec des contrats pharaoniques. Et puis, en effet, je trouve qu'il y a des limites au niveau financier de la rémunération de ces joueurs. Oui. Vous craignez un désintérêt pour le foot? Non, je crois pas. Le foot restera un sport mondial, toujours au top niveau des sports qui sont pratiqués dans le monde. C'est un sport mondial et on sait que la FIFA, qui est la fédération internationale, est basée à Zurich. Il y a aussi beaucoup de politique. Le gouvernement français, visiblement, veut attirer la FIFA à Paris. Vous constatez, il y a vraiment une concurrence pour essayer de prendre à la Suisse quelques-uns de ses joyaux. Si on considère que la FIFA, bien sûr, est un joyau. Vous pensez que la FIFA pourrait un jour quitter la Suisse? Honnêtement, je ne sais pas. Je l'espère pas. C'est pas tellement lié à son président. J'espère en effet qu'elle reste en Suisse. Dans le futur. C'est pas la première fois qu'il y a des velléités sur les associations sportives. Il y en a même qui ont quitté la Suisse dans certains sports. Je rappelle aussi l'histoire du CIO, historique,
où là aussi, à la base, c'était à Paris, et c'est venu à Lausanne. Donc voilà, donc l'histoire se répète un peu. Mais aujourd'hui, je suis plutôt confiant sur le reste de la FIFA reste en Suisse. Mais malgré ça les veut dire intérêts. aussi que rien n'est acquis. C'est pas parce Absolument. qu'ils sont là qu'on peut s'estimer Absolument, qu'ils vont rester là pour toujours. absolument. Avant de passer à la deuxième partie de cette émission, peut-être un moment, une action qui restera gravée dans votre mémoire pour toujours. Le 3-3 de la Suisse contre la France. Ça s'est joué au dernier moment, et puis c'était une grosse émotion de mon côté. C'est pas que je suis contre la France, mais c'était une émotion pour la Suisse. Vous qui aimez les statistiques, vous donniez une chance à la Suisse ce jour-là? Alors, à 1-0 plus le moment où il y avait le penalty qui était raté, j'en donnais une importante. Avant le match, pas du tout. À ce moment-là, oui. Et puis après, à 3-1, 0,1% de chance, statisticien. Non, très, très, très faible. Je tiens à signaler quand même que dans mes origines, je suis à la fois suisse, je suis italien du côté de ma mère, et puis ma grand-mère maternelle était française. Donc voilà, pour dire que c'est de toute façon des pays qui me tiennent à cœur. Et puis voilà, donc, mais c'était une belle émotion parce que c'est le petit pousset qui bat le grand frère et le voisin. Donc c'était important à ce moment-là. C'était un très beau match. C'est un très beau match du côté de la Suisse, évidemment, vu du côté de la Suisse, mais même du côté de la France. C'était un beau match, vraiment un très beau match de l'Euro. Vaudoise Assurance, si j'en crois le rapport de la FINMA, le régulateur publié en septembre dernier, c'est le 7e plus grand assureur non-vie de Suisse. Et les 3 premiers, AXA, Mobilière, on en a parlé, Zurich. C'est un secteur financier qui semble plus solide que celui des banques. Ça fait par exemple longtemps qu'il n'y a pas eu d'acteur vraiment à problème. Cette année restant marquée pour les banques par la débâcle de Crédit Suisse. Et quand on regarde dans l'économie suisse, la composition du PIB suisse, par exemple, le produit intérieur brut, donc ce qui est produit comme valeur chaque année, les assureurs sont maintenant presque à niveau égal avec les services bancaires, qui eux-mêmes étaient beaucoup plus importants ici, il y a par exemple une quinzaine d'années. Cette force du secteur de l'assurance, peut-être qu'elle est moins, elle n'est pas si connue que ça. Et comment est-ce que vous l'expliquez? Parce qu'on est très en proximité du client. Il y a un besoin d'assurance qui a toujours existé, mais qui a presque tendance à se renforcer. Je pense que c'est lié aussi aux éléments des réseaux sociaux, respectivement de la presse, pas seulement économique, mais la presse au sens large du terme, qui parfois est un peu anxiogène et qui pousse tout un chacun à être assuré correctement. Donc vous encouragez la presse à être anxiogène, ça vous fait des clients supplémentaires? Non, c'est pas le but de mon propos. Non. C'est que, en effet, il y a un côté anxiogène et inévitablement, il y a un besoin d'assurance en Suisse. Dans ces statistiques sont également la partie épargne, je dirais, du deuxième pilier qui ne fait que croître, ce qui est assez logique. Elle est des années 80, donc relativement récente. Donc la volumétrie augmente aussi. Mais vous reconnaissez que dans l'imaginaire du grand public, on va dire, quand on parle de la place financière, c'est vraiment les banques qui viennent, alors qu'en réalité, les assureurs sont très en pourcent du PIB, en effet, les assureurs, je crois qu'il y a la réassurance qui est inclus là-dedans, est plus importante que le secteur bancaire aujourd'hui. Je vous contredis un petit peu, mais c'est plus important aujourd'hui. Mais ce n'était pas le cas il y a 15 ans en arrière. Ah, pas du tout, non, en effet. Donc il y a une évolution assez claire dans ce domaine, oui. Vos deux assurances, de quoi parle-t-on en quelques mots? C'est un groupe qui est coté à la bourse, 117 agences en Suisse, plus de 125 ans d'histoire, près d'1 demi-million de clients, environ 1800 collaborateurs. L'assurance non-vie, c'est un terme technique pour dire que c'est l'assurer sa voiture, son logement. Il y a aussi la prévoyance, vous l'avez évoqué, l'assurance des entreprises. Aujourd'hui, dans votre secteur, quels sont les défis? Je pense au premier défi qui est celui d'assurer l'économie alors qu'on est à l'heure du dérèglement climatique. Il y a des problèmes de grêle, par exemple, plutôt pendant l'été. Alors qu'on enregistre cette émission, on sait qu'il y a d'inondations dans plusieurs endroits du pays. Je ne sais pas si c'est déjà un souci pour vous, mais on voit ces événements climatiques qui deviennent de plus en plus forts. Ça, c'est un défi important pour la branche et pour vous en particulier? C'est un défi important pour la branche d'assurance au sens large du terme. Mais la branche est bien organisée, dans le sens où on a un pool des dommages naturels qui permet une répartition proportionnelle à notre part de marché.
Et ça veut dire que ce pool entre assureurs fonctionne très bien en Suisse. Une sorte un pot commun. Un pot commun, donc tous les sinistres sont mis dans le pot commun. Chacun garde une franchise, comme votre franchise caisse maladie. On n'est pas une caisse maladie, mais ça parlera à tout le monde comme ça image. parlera à tout le monde comme image. Et ensuite, en dessus, on se répartit proportionnellement une part de marché. Si je prends un exemple, on a un sinistre de 1000 francs, on en garde 200. Les 800 francs partent dans le pot commun. Sinon, on a 5% de part de marché. On va récupérer 5% de ces 800 francs. Mais ce dérèglement climatique, il se traduit comment? Il y a davantage de sinistres, c'est assez visible? Alors, c'est toujours difficile. Il faut vraiment avoir un horizon de temps très long pour déterminer l'augmentation de la fréquence de ces sinistres. Au niveau de la fréquence, on en constate plus, oui, en effet, ces dernières années en tout cas. Et puis, l'intensité des dommages naturels a tendance à augmenter. Tout un chacun le constate aussi. Je peux donner un exemple. Cette année, on a une grêle au Tessin. Les dommages moyens par 4 grêles, en automobile, c'est entre 3 et 6 000 francs. C'est notre historique. Là, au Tessin, ça a évolué. Au début, on parlait de 25 000 francs par voiture. C'est passé à 15 000. Aujourd'hui, la valorisation, c'est 8 000 et on arrive au bout de notre valorisation. Donc, c'est nettement plus élevé. C'est plus du double que ce qu'était habituellement. Ah oui, clairement, on est en dessus du double. Ouais. Alors, ça veut dire que les primes vont monter? Alors, les primes ont déjà augmenté cette année, pas seulement chez nous, mais chez nos concurrents aussi. Donc, il y a une répercussion inévitable auprès du client final, parce qu'en effet, l'augmentation est là. Cela étant, ça reste relativement modeste comme type d'augmentation si je compare à d'autres secteurs. Et l'inflation, on en parle beaucoup aussi, ça a pour vous des conséquences? L'inflation, inévitablement, les assureurs sont touchés aussi par l'inflation. On est un peu un reflet de l'économie décalé dans le temps. Mais de quelle manière êtes-vous touché? Alors, premièrement, dans les branches accidents et maladies, les masses salariales augmentent par l'inflation et ce qui est mis pour autant que les répercussions sur les salaires des collaboratrices et collaborateurs qui travaillent dans les entreprises, ça augmente la masse salariale et ça augmente aussi les prestations converses. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, ça a une influence aussi dans les coûts des réparations. On parle de l'automobile ici, où sur les 6 dernières années, c'est entre 25 et 30% d'augmentation des coûts sur la matière première, les pièces. Ouais. Donc la grêle dont vous parliez, qui maltraite les capots. Pour autant que c'est le capot qui doit être remplacé, il n'y a pas des techniques alternatives qui sont utilisées là-dessus. Donc là-dessus, c'est un deuxième exemple pratique. Le troisième exemple, c'est les coûts concernant les bâtiments, où là, il y a une augmentation assez forte aussi des coûts qui ont lieu post-Covid, à cause des chaînes d'approvisionnement qui n'étaient pas présentes. Et dans un tel cas aussi, il y a une augmentation des coûts liés à l'inflation qui est assez marquée. Donc ça, c'est 3 exemples assez clairs que je peux fournir là-dessus. Enjeu climatique toujours, des primes plus basses pour les entreprises qui ont un plan neutralité carbone, un plan durabilité? Je crois qu'on n'y est pas encore en Suisse. On n'y est pas encore en Suisse. Il y a des critères qui existent. Chez nous, par exemple, on a introduit dans tous les concepts produits le fait qu'aujourd'hui, il y a des éléments de durabilité et de climatique qui doivent être introduits dans les tarifs. Donc, ça se fait au fur et à mesure des révisions tarifaires. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on n'est pas encore à ce stade-là, mais je pense qu'au fil du temps, on va en effet y arriver. Ouais. Et des primes plus hautes aussi pour les mauvais élèves? Alors, il faut déterminer ce qui est un bon et un mauvais élève. C'est facile sur le papier, mais c'est moins facile dans la réalité. Et on peut non plus. Moi, je suis pas un fan des exclusions. Je préfère accompagner en fait ces éléments concernant la durabilité plutôt que de pénaliser. Pour être simple, une entreprise qui mettrait en place un plan pour atteindre la neutralité carbone, disons à l'horizon 2050, comme le demande la Confédération, et une entreprise qui ne ferait rien, pour vous, en termes d'assureur, ça veut dire qu'il y a une entreprise qui est plus risquée que l'autre? C'est une bonne question. Maintenant, dans la pratique, on constate qu'il y a aussi des faux amis, dans le sens où, typiquement dans l'automobile, la voiture électrique, aujourd'hui, quand il y a des réparations à faire, à cause des technologies embarquées, la réparation coûte beaucoup plus cher. On dit pourtant qu'il y a moins de frais d'entretien. Le frais d'entretien, oui, mais pour l'assureur, ça coûte plus cher. Cite un exemple, Tesla. Contrairement aux autres marques, le nombre de pièces dans une voiture Tesla est beaucoup plus faible.
Et donc, quand il y a un dégât sur une partie de la pièce, elle coûte beaucoup plus cher. Parce qu'elle est plus Donc, grande, est-elle vraiment plus écologique? C'est la question qu'il faut se poser. Et peut-on la réparer? D'accord. Mais ce que vous nous dites quand même, c'est que le marché, les entreprises qui sont de toute façon amenées à communiquer, à réfléchir vraiment à leur trajectoire carbone ou leur empreinte environnementale, elles vont vers ces rapports et vous allez finir par intégrer cette démarche dans Alors, votre couverture. premièrement, je ne peux que les inciter à le faire. Ça, c'est le premier point, déjà pour leur entreprise. Et l'assureur est une partie de l'équation pour l'entreprise. Et évidemment, à un moment ou l'autre, s'il y a des critères objectifs qui nous font penser que, en effet, c'est un risque objectif meilleur pour nous, et je pense qu'il y a une corrélation, en effet, dans un tel cas, en effet, les assureurs vont petit à petit appliquer ça dans leur tarification. Autre changement, depuis 18 mois, les taux d'intérêt remontent. Ils étaient négatifs pendant longtemps, ils sont sortis du rouge, ils sont maintenant clairement dans le positif. Le taux directeur de la Banque nationale, c'est 1,75%. Ça s'est traduit comment pour un assureur comme Vaudoise, quand on a vu par exemple les banques cantonales en tirer clairement un revenu? Absolument. Alors, en effet, pour le secteur financier, on le dit depuis toujours, c'est une très bonne nouvelle. Parce qu'en effet, les taux négatifs, ce n'est pas quelque chose de très efficient pour notre business. Maintenant, ce qui se passe entre les banques et les assurances, on a des bilans relativement importants par rapport à la taille de nos chiffres d'affaires. Et de ce fait, on a une phase d'adaptation. Quand les taux remontent, on ne peut plus commencer à vendre des obligations parce qu'on passe des pertes sur notre perte et profit. Et du coup, on doit bloquer un peu nos actions. Donc, on fait beaucoup de gestion actif-passif. Hein. Ça veut dire qu'on regarde nos engagements et puis on regarde en effet ce qu'on a comme actif dans notre bilan, des actions, des obligations, etc. Et on doit essayer de matcher les deux. Et donc, quand les taux remontent, bah, c'est pas très simple pour nous. Et donc, il y a un petit management pendant quelques années qui doit avoir lieu. Ça se traduit concrètement en une pression sur votre marge, ou bien au contraire, ça vous donne quand même un peu de possibilités Je dirais, il y a une perte d'opportunité parce qu'on ne peut pas passer directement au nouveau placement. Il y a des finesses, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais il y a un peu de finesse aussi sur les monnaies étrangères qu'on doit gérer dans un bilan d'assureur à ce moment-là. Et de ce fait, c'est une phase un peu plus compliquée à gérer à court terme. Après, évidemment, la remontée des taux d'intérêt, un élément positif, typiquement dans l'assurance, dans la prévoyance, puisque ce qu'on peut créditer à nos assurés est plus important. Mais ça veut dire qu'il va falloir attendre encore 6 mois, 12 mois avant que vous puissiez en tirer. Alors, pour notre bilan, c'est oui. plus long, hein. C'est plusieurs années, c'est 3-4 ans. Par contre, pour les offres qui sont faites maintenant à la clientèle, c'est beaucoup plus rapide. On a déjà mis en place, c'était déjà le cas en 2023. De mieux rémunérer les avoirs. Absolument. Vous avez parlé de la visibilité. Le sponsoring est un élément important pour vous. Nous recevions Samira Marquis il y a quelques semaines, directrice générale de la Vaudoise Arena. Chris Wolf également, CEO du LHC. Ce contrat pour la Vaudoise Arena, il est prévu pour combien de temps? Long. C'est des contrats à long terme. Donc voilà, les contrats en général de naming sont des contrats qui dépassent largement les 5 ans. Un quart de siècle? Pas exagéré non plus. Le montant de la somme investie, on parle de plusieurs dizaines de millions? C'est pas une information publique. C'est pas une information publique. Un ordre de grandeur? Un ordre de grandeur, je vous donne une fourchette entre 1 franc et 10 millions. Ça vous va la fourchette? Est-ce que c'est votre dépense de sponsoring la plus importante? Non. Nous sommes actifs dans le tennis en Suisse, dans la relève du tennis suisse. Et là, on a un concept global de sponsoring de la relève du tennis suisse. Nos ambassadeurs, c'est Dominique Stricker, c'est Céline Neff, c'est nos ambassadeurs. Les étoiles montantes du tennis. Exactement, c'est la relève. Et puis, évidemment, on couvre aussi au niveau de la RTS, SSR RTS, la partie tennis globalement pour toute la Suisse. D'accord, donc c'est plus important que l'engagement vers Vaudoise Arena. On aura eu cette précision. Comment est-ce que vous êtes un homme de chiffres, on l'a bien compris, comment est-ce que vous mesurez le retour sur investissement de ce type de sponsoring? Bonne question. Pas simple, c'est pas simple. On fait quelques études
assez pointue avec mes spécialistes de communication et branding dans ces domaines-là. On peut savoir, quelqu'un ignore encore le nom Vaudoise Assurance. Oui, alors ça, on sait que la notoriété, elle était bien perçue. Notamment, il y a deux choses. Si vous parlez de la Vaudoise Arena, c'est venu assez rapidement dans les lèvres de tout le monde, à part des fois quelques personnes de la télévision, mais parce qu'ils s'interdisent de le dire. Mais fondamentalement, c'est un nom qui a bien pris. Il y a un lien avec le canton, le Mont Vaudoise, ça s'associe bien. Et aujourd'hui, évidemment, tout un chacun sait que Vaudoise Arena et Vaudoise Assurance, il y a un lien fort. C'est assez évident, même si le logo n'est pas le même. Ça, c'est un exemple. Ensuite, pour les études d'impact, on essaie de faire des études d'impact. Nous, on utilise ces plateformes aussi pour notre relation clientèle. C'est extrêmement important pour nous. Donc, à la fois, c'est pour nos clients existants. Donc, inviter vos clients. On invite nos clients parce que, évidemment, c'est aussi pour tenir les relations, pour la pérennité des relations. On invite nos partenaires parce qu'on a beaucoup de partenaires d'affaires. Et en même temps, il y a des prospects aussi qui sont présents. Donc voilà, donc c'est important par rapport à ces événements clients. Ça nous permet aussi de donner aussi des informations sur la partie assurantielle. Ça, c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, au niveau notoriété, évidemment, ça a un impact. Malgré tout ce qu'on dit, la télévision reste le média le plus regardé et le plus intéressant aussi pour augmenter la notoriété et la visibilité d'une société. Après, la notoriété, c'est pas qu'elle change en quelques minutes. Ça prend un petit peu de temps pour que, gentiment, elle évolue. Et voilà, donc c'est un travail de longue haleine. Comme vous êtes CEO de la Vaudoise Assurance, Jean-Daniel Lafélie, on termine avec le canton de Vaud et quelques questions autour du canton. On n'a pas pu résister. La première, à part Vaudoise Assurance, bien sûr, quelle est l'entreprise vaudoise que vous admirez particulièrement ? Je vais vous donner une mini-entreprise que vous ne connaissez pas. Pourquoi pas ? Allez, on va dire nos voisins, la Banque cantonale vaudoise, parce que c'est une institution vaudoise reconnue, importante, qui a fait beaucoup de progrès depuis les années 2000. C'est ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Une personnalité historique ou non, ayant ou vivant dans le canton de Vaud ? Deuxième question intéressante. Personnalité historique. Ou actuelle. Général Guizon. Marquer l'histoire, quand même. Le canton vient de réorganiser la manière dont il promeut son image, en y mettant plus de moyens. D'après vous, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui au canton ? Alors, le canton de Vaud est... Alors, j'aimerais parler positivement, déjà, très diversifié au niveau économique. Je pense qu'il y a on va pas dire un sain équilibre entre la gauche et la droite au sein du canton. Qu'est-ce qui manque au canton ? Oui, les transports publics, le renforcement des transports publics quand même. Voilà. Et puis avec Michel Rodoni, nous parlions du Paléo Festival. La mobilière y est très investie. Un lieu culturel que vous fréquentez régulièrement dans le canton de Vaud ? Ouais, le Montreux Jazz Festival, puisque nous sommes sponsors principal du Montreux Jazz. Nous devons être bientôt les plus vieux sponsors principaux du Montreux Jazz. Donc voilà, non, bien sûr, on le fréquente beaucoup, on l'aime beaucoup. Très fier d'être sponsor de ce magnifique événement. Merci beaucoup, Jean-Daniel Lafélie, d'être passé aujourd'hui sur le plateau de B2B. Merci Frédéric. Merci Vincent. Merci. Rendez-vous la semaine prochaine. Portez-vous bien d'ici là et à bientôt. La vraie vie, c'est oser entreprendre. B2B avec Groupe Mutuel.